Bon, je sais qu'on est tous sous le coup de l'élection de Karim comme Ballon d'Or. Il va falloir se recentrer sur ce qui nous réunit aujourd'hui. Il y a encore quelques personnes qui viennent, je vais leur donner le temps. Monsieur le Président, chers amis, bienvenue à la conférence annuelle de l'AFA. Je me répète sans doute, mais je redis combien c'est un plaisir de vous accueillir à ce rendez-vous incontournable de la rentrée arbitrale parisienne, et je le dis d'autant plus volontiers que vous êtes venus en nombre. 400 inscrits, alors pas 400 présents, mais quand même 400 inscrits, ce qui en fait un record. La prochaine fois, on vous distribue des petits drapeaux et on s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Plus sérieusement, votre présence est la preuve que nous sommes une communauté vivace, qui aura su résister à la torpeur des temps pandémiques et dont le dynamisme s'illustre par la présence, aujourd'hui, de nombreuses et nombreux représentants de la nouvelle génération d'arbitragistes. J'en viens à des considérations plus prosaïques, mais importantes pour l'AFA. Tout d'abord, je remercie nos sponsors de leur fidélité. Merci au courtier d'assurance Sophie Assure. Merci au cabinet d'expertise mondialement reconnu FTI Consulting. Ensuite, je me dois de lancer mon appel annuel à celles et ceux qui ne seraient pas encore membres de l'AFA. Rejoignez-nous, l'AFA vit aussi des cotisations de ses membres. Rejoignez une communauté qui existe depuis plus de 65 ans. Il ne vous en coûtera qu'une modeste, très modeste participation. Et puis, comme vous l'aurez constaté, pas de petits drapeaux sur vos fauteuils, mais cette année, un bulletin d'adhésion. Vous ne sortirez pas de cette salle sans preuve de votre adhésion. J'y vois un devoir moral. Sans vouloir empiéter sur le sujet qui va nous occuper, vous noterez comme il est aisé de faire dire à la morale ce que l'on veut selon son intérêt. Mais avant de nous élever ou de sombrer dans des considérations morales, je me dois aussi de vous faire un très bref exposé de l'actualité de l'AFA au cours de l'année écoulée. Cette actualité a été d'une richesse exceptionnelle. Afin de promouvoir l'arbitrage institutionnel, l'AFA a mis en œuvre à son initiative, une coopération avec les principales institutions d'arbitrage nationales d'Europe continentale. La conférence organisée avec le CEPANI, dont nous avons ici un éminent représentant, pour la Pau, en invitant le NAI et le VIAC à participer, a été un succès. Si bien qu'une émulation s'est créée entre les 4 institutions et que depuis, les institutions s'invitent à leur conférence annuelle et entretiennent des projets d'événements communs. Par la suite, nous avons invité le 10, l'ASA et le FAI, alors FAI c'est la Finlande pour ceux qui l'ignoreraient, à des panels conjoints qui ont tous très bien fonctionné. À l'initiative encore de l'AFA, une conférence commune entre les 4 institutions nationales européennes que j'ai citées devait se tenir en marge de l'ICA en septembre. C'était là encore une grande première, mais les funérailles de la reine Elisabeth ont fait que nous avons dû annuler l'événement prévu le même jour, quasiment à la même heure. Le 7 octobre, sous l'impulsion encore d'un administrateur de l'AFA, Jalal El Adab, et pour la première fois, une conférence commune a été organisée par l'AFA et l'ASA à Genève, sous le parrainage des ordres d'avocats des 2 barreaux, à laquelle nous avons invité le CFA à participer. Ce fut à nouveau un très beau succès. Alors à cette actualité, il faut ajouter d'autres événements marquants. L'AFA est partenaire de Sorbonne Arbitrage. Il faut louer 2 autres administrateurs de l'AFA, les professeurs Thomas Clé et Sylvain Bollet, d'avoir eu l'initiative de la création de cette enseigne destinée à promouvoir le rayonnement de l'université française et plus généralement l'excellence de la place en matière d'arbitrage. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Le dîner-débat en mai a été un franc succès. Nous le devons au professeur Mathias Audit et à notre consoeur américaine Julie Bédard.
L'AFA a lancé le groupe de travail sur l'étude comparée et objective du coût des procédures arbitrales et contentieuses. Le groupe a déjà tenu 3 réunions plénières. Il est présidé par le professeur Maximin de Fontmichel, avec l'assistance de Damien Deveau comme secrétaire. Sa composition est prestigieuse et je ne doute pas de l'intérêt futur de ses conclusions. L'actualité de l'AFA, ce sont aussi des changements intervenus dans sa gouvernance. En effet, en concertation avec Charles Caplan et Daniel Tricot, respectivement président des comités d'arbitrage et de médiation, il a été décidé de procéder à un renouvellement dans ses fonctions. Pierre Dupré et Laurence Kieffer ont accepté de prendre la présidence du comité d'arbitrage pour Pierre et du comité de médiation pour Laurence. Je les en remercie vivement. Mais je remercie surtout aujourd'hui Charles pour la manière dont il a présidé le comité d'arbitrage et fait que le comité a toujours servi les valeurs de professionnalisme, d'efficacité, de souplesse et d'écoute qui soclent l'AFA. Charles aura mis sa compétence et beaucoup de son temps au service de l'AFA. Il aura permis à l'institution de conserver son haut degré d'excellence et d'entretenir le respect qu'elle inspire dans la communauté arbitrale. J'en veux pour preuve le monde aujourd'hui. Merci Charles. Je remercie également Daniel Tricot d'avoir porté le projet de développement de l'offre de médiation au sein de l'AFA. Il a été un contributeur essentiel dans la rédaction du règlement de médiation. Enfin, l'AFA peut être fière des personnalités juridiques qui composent son conseil d'administration, responsables juridiques de grandes entreprises, nous en avons présent ce soir, professeurs de droit, avocates et avocats spécialisés dans l'arbitrage. Les administratrices et les administrateurs de l'AFA sont le reflet de l'attachement de l'institution et de son président aux valeurs de diversité dans tous leurs aspects. À toutes et tous les administrateurs de l'AFA, j'exprime ma profonde reconnaissance pour leur contribution à la vie et au développement de l'institution. Alors, je sais que vous êtes passionnés d'écouter l'actualité de l'AFA, mais je sais aussi que cette actualité, c'est un peu la première partie du concert, et que vous l'attendez, la star, l'éminent arbitre et avocat qui est là. J'ai quelques scrupules à te présenter, cher Mathieu. Tant il est vrai que tu as contribué à dessiner le paysage arbitral français tout en finesse et en érudition, avec une délicatesse très française. Une délicatesse que tu dois, peut-être, à ton patronyme, empreint d'une particule rare dans la galaxie arbitrale. Une particule qui n'a jamais été élémentaire, mon cher Mathieu. Une particule qui préféra aux sciences dures s'agréger aux lettres et aux sciences, mais politiques, celle-là. Une particule qui, tout en maîtrisant la philosophie, a laissé ton imagination s'exprimer dans le roman. Une particule qui sera entrée en résonance avec le cortex d'une génération d'arbitragistes dont une bonne partie est présente ce soir, dont ton serviteur. À l'intention des plus jeunes, je rappelle que quand il s'agissait d'étudier l'arbitrage dans les années 80 et dans le début des années 90, il y avait 2 ouvrages, le Robert et Moreau et le Boissezon, dont la première édition remonte à, je n'ose le dire, 1983, et la seconde à 1990, et dont la 3e édition est promise à une prochaine publication. Une particule, enfin, qui aime l'hiver, se perdre dans le ciel étoilé des montagnes suisses, à moins qu'elle y retrouve une amitié stellaire ou le grand chariot du nom de tes romans. Faut-il qu'en échappant aux tueurs dans tes écrits littéraires, tu aies voulu t'absoudre ce soir en nous entretenant de la question morale dans l'arbitrage? Si c'était le cas, eh bien soit, je suis heureux de contribuer à cette catharsis. Plus de 30 ans après le questionnement de Pierre Meyer sur la règle morale dans l'arbitrage international, sans défoncer la cage, mais en sortant du carré, il était temps de questionner la question morale dans l'arbitrage. Nous savons que le juste et la morale ne sont pas synonymes pour la raison qu'ils ne contribuent pas aux mêmes fins. Antigone l'apprend à ses dépens.
Le droit contribue au juste partage des biens, la morale contribue à la bonne conduite des individus. La seule finalité de l'arbitrage est de dire le droit et non de dicter le comportement des individus. Pourtant, nous sentons le souffle d'une institution judiciaire moralisatrice dans son rapport aux arbitres. Une posture qui trouve des illustrations dans l'évolution récente, à mon sens préoccupante, de la portée de son contrôle, de la compétence des arbitres et du respect de l'ordre public. Mais les arbitres ne s'inscrivent-ils pas eux-mêmes dans un rapport de soumission à des dictats moraux quand ils aliènent leur liberté pour le confort de solutions préfabriquées issus de codes de conduite et autres avatars du droit souple ou de précédents, pour faire écho à la conférence annuelle du CFA. J'ai déjà, dans un article, comparé la détresse de l'arbitre face au vide initial de sa fonction, pour reprendre ton mot, Mathieu, à la solitude du coureur de fond. Dans leur solitude, pour ne pas avoir à affronter la liberté grande chère à Julien Gracq, les arbitres pourraient vouloir uniformiser leur comportement autant que leurs solutions, et donc s'inscrire dans une démarche non plus de droit, mais de morale. Si l'arbitrage s'inscrit dans une telle démarche, alors il ne faudra pas s'étonner de voir l'institution judiciaire en tant que gardienne de la morale publique prétendre être légitime dans son contrôle de la moralité en arbitrage. Le danger vient quand l'institution judiciaire, plutôt que de simplement contrôler le respect d'une morale, supposée participer de l'ordre public international, prétend vouloir faire la morale aux arbitres. Dans ce cas, la morale ne sert plus une fin, mais devient la fin. Elle est l'instrument et la fin, et potentiellement le bras armé d'une pensée unique, réductrice. Alors, mon cher Mathieu, la question morale est-elle l'ultime défi ou le dernier combat dans l'arbitrage? À toi de nous éclairer de ta sagesse, de tes lumières, devrais-je dire, sachant que de bois saison à bois raison, il n'y a qu'un ray de particules. Merci. Il faut que j'appuie, oui. Merci beaucoup, mon cher Marc, de ces mots très gentils, un peu exagérés, mais très, très gentils. Et merci de m'avoir invité. Merci aux membres du conseil d'administration de l'AFA de leur invitation, à Laurence Kiefer, aux membres du bureau et à vous, chers amis, d'être ici ce soir. De quoi parlons-nous en évoquant l'évolution de la question morale dans l'arbitrage? Sans doute d'abord des vertus ou des valeurs morales qui appartiennent au fond commun de la haute sphère morale, l'intégrité, l'équité, la justice, l'impartialité, l'honnêteté, la loyauté, entre autres qualités, que les auteurs du XIXe siècle ont étudié. Ils s'interrogeaient beaucoup sur la question de leur fondement, celui du droit naturel ou de la structure sociale, notamment, et du XXe siècle qui a mis l'accent sur l'accomplissement de ces valeurs et leur confrontation avec la règle de droit. La morale rôde autour du droit, écrivait Roubier. Les années ont passé, tu l'as dit, mon cher Marc, depuis la belle étude que notre ami Pierre Maillère a consacrée à la règle morale dans l'arbitrage international, publiée dans Les Mélanges Bellés en 1991. Pierre Maillère s'était attaché à explorer les rôles divers que la règle morale est susceptible de jouer dans le raisonnement de l'arbitre sur le fond du litige. Par exemple, l'éviction d'une règle de droit choisie par les parties, si cette règle conduisait à un résultat immoral. À cette occasion, il évoquait les difficultés particulières rencontrées par l'arbitre à propos de l'identification et de l'application de la règle morale au regard de sa mission juridictionnelle et de son devoir de neutralité. Ces difficultés particulières dans l'arbitrage et d'une manière générale la complémentarité et la tension entre la règle de droit et la règle morale, leur dialogue délicat que Georges Ripert analysait dans son ouvrage « La règle morale dans les obligations civiles », ont pris sans doute aujourd'hui une certaine acuité, parfois dans une époque qui a manifesté une sensibilité nouvelle à la question morale, parfois une inclination à la vertu, ou un élan vers l'éthique ou vers la déontologie
ou vers des normes plus incertaines, ce quelque chose d'autre dont parlait Jean Carbonnier dans l'hypothèse du non-droit. Il n'est donc pas surprenant que l'institution arbitrale, comme toute institution juridique, eût discerné les représentations de la société civile, perçu l'écho de ses souhaits, parfois de ses injonctions, et répondu à sa manière à l'expression de cette sensibilité. Comment cette réponse s'est-elle traduite, en particulier dans les textes et dans la jurisprudence? Quelles sont les innovations susceptibles d'être signalées sur la représentation et l'application de la règle morale dans le droit de l'arbitrage français depuis 1990? Telles sont les questions qui inspirent la première ligne de réflexion que je souhaiterais proposer à votre attention. Mais cette réponse, à son tour, appelle sans doute des questions. L'affirmation plus explicite de l'exigence morale, l'extension de son application et de son contrôle ne conduisent-elles pas aussi à des incertitudes? Ces avancées législatives et jurisprudentielles, qui concernent d'ailleurs tous les acteurs de l'arbitrage, pouvaient-elles éviter une certaine dilution, ou en tout cas un trouble de la notion même de règle morale dans l'arbitrage? Pouvait-elle être sans répercussion, ouverte ou feutrée, sur certains équilibres fonciers du système, notamment les relations entre l'arbitre et le pouvoir judiciaire? Telle sera, si vous le voulez bien, une seconde ligne de réflexion possible. Sur la première ligne de réflexion, il est difficile de nier que le développement de l'exigence morale se soit exprimé par un phénomène d'énonciation, et même d'affirmation, et aussi d'extension. La règle morale s'est énoncée sur deux plans, le plan législatif et bien sûr le plan jurisprudentiel. Georges Ripert, dans son livre, soulignait la rareté des lois consacrant une règle morale ou de conduite morale. Elles sont rares, disait-il, car le législateur, je cite, n'aime pas s'ériger en moraliste. Il lui est d'ailleurs difficile de le faire, car le caractère abstrait, général et permanent de la loi ne permet que difficilement de tenir compte de l'infinie variété des devoirs moraux. Le législateur l'a fait pourtant en matière d'arbitrage, à travers le décret du 13 janvier 2011, dans l'article 1464, alinéa 3 du Code de procédure civile, applicable en matière interne et internationale, et qui prévoit que les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure, ou dans l'affirmation positive, et ceci pour la première fois, des devoirs d'indépendance et d'impartialité de l'arbitre à l'article 1456, alinéa 2, ou à travers l'article 1510 sur l'exigence d'égalité des parties. Il est amusant d'ailleurs de relever que sur ces principes, Éric Loquin a consacré un article dans les Mélanges Battista de 2013 intitulé « Égalité, loyauté, célérité, la nouvelle devise du droit français de l'arbitrage », le mot « devise » étant lui-même employé par Thomas Clay pour qualifier le nouveau droit dans son article du Clunet en 2012. Or, ce mot, le mot « devise », désignant pour ces deux auteurs non seulement des principes à forte connotation morale, mais le nouveau droit lui-même, n'a pas seulement pour sens, dans le Larousse, l'emblème symbolique, mais celui de règles de vie, de conduite morale. En outre, on observe déjà, même à ce stade, un certain glissement de sens, puisque la loyauté, par exemple, n'est pas énoncée comme une règle morale ou simplement une vertu, ce qu'elle est pourtant, mais elle est présentée par l'article 1464 comme un engagement des parties et des arbitres. Ce n'est plus vraiment la valeur morale qui intervient dans la sphère juridique, comme dans la construction de la lésion en matière de contrat au nom de la justice, que Ripert étudiait, mais plutôt une avancée ou une intrusion de la règle de droit dans la sphère morale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et qui a conduit certains auteurs à considérer que l'exigence de loyauté qui existait déjà n'était pas formulée, je cite, de manière aussi claire et contraignante. C'est notre ami Thomas Clay dans son code commenté, excellent, et qu'elle constitue en fait une charge des litigants et des arbitres, c'est-à-dire un engagement synalagmatique entre les parties au contrat d'arbitre. À travers cette contractualisation alléguée de la loyauté, nous voici, de manière presque immédiate, face au nœud du problème.
La jurisprudence, quant à elle, a offert un champ formel d'extension à la règle morale ou de son exigence, avec souvent des indications pressantes, comme s'il fallait rattraper le temps perdu pour tenir compte de l'application renforcée de cette exigence et la mise en place de ces sanctions. C'est le sens, par exemple, de l'article d'Emmanuel Gaillard sur la corruption saisie par les arbitres du commerce international dans la revue de l'arbitrage en 2017, dans lequel il énonce qu'une période intermédiaire d'environ 20 ans, depuis 1997, s'est caractérisée, dit-il, par le décalage grandissant, je cite, entre le développement d'un corps de règles de plus en plus précis, condamnant la corruption, et la réticence persistante des arbitres, Emmanuel Gaillard emploie ailleurs des mots plus sévères, à la sanctionner de manière effective, mais que cette période s'est achevée avec l'arrêt Bellocon de la Cour d'appel de Paris du 21 février 2017, rendu dans la matière voisine du blanchiment. Peut-on dire, à l'occasion de ce rappel à l'ordre, qu'au-delà des sanctions proprement dites, le souci de stigmatiser et combattre la corruption est induit, à partir de l'arrêt Bellocon, l'évolution de l'intensité du contrôle de l'ordre public en matière arbitrale par la Cour d'appel et la Cour de cassation. Ce serait, à mon sens, inexact de le dire en ces termes, mais il est incontestable que ce souci, pénétrant le système de contrôle lui-même, a été un élément non pas de déclenchement, mais d'instigation ou d'accélération d'un contrôle plein de l'ordre public. Il ne l'a pas déclenché, car l'ordre public est un bloc dont certains aspects ne relèvent pas de considérations morales. Et d'autre part, il faut reconnaître, il n'était pas inattendu qu'un contrôle plus intense fût envisagé dès lors que le champ de l'ordre public en matière d'arbitrage se réduisit. En outre, c'est avant l'arrêt Bellocon, à l'occasion de l'arrêt de la Cour de cassation Gulf Leaders du 24 juin 2015, qu'un premier revirement a été opéré pour quitter la phase du contrôle minimal scandé par l'arrêt de 2004, Thales et Romicile, puis l'arrêt M. Schneider et d'autres arrêts que vous connaissez. L'évolution du contrôle n'a donc pas été due seulement à la lutte contre les agissements illicites, mais elle y a contribué à travers des décisions successives qui, en majorité, ont porté sur ces agissements, comme les arrêts de la Cour d'appel de Paris-Congo du 14 octobre 2014, Alstom, puis Bellocon, l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022, puis bien sûr Gabon-Santoulot et l'arrêt Sorelec du 7 septembre. Ibrahim Fadlallah, critiquant l'intensité accrue du contrôle et surtout la faiblesse des modes de preuve de la juridiction de contrôle pour caractériser la corruption, confirme plaisamment ce lien entre la considération morale et la procédure en intitulant sa note sous l'arrêt Gabon contre Santoulot « La corruption corrompt l'arbitrage ». L'impartialité et l'indépendance de l'arbitre dans la constitution du tribunal arbitral ont pris également un essor significatif dans la jurisprudence pendant cette période, notamment à partir de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 1998, qui a énoncé que l'ancien article 341 du Code de procédure civile en matière de cause de récusation pour les juges étatiques n'épuisait pas nécessairement cette exigence. Je cite. Cette seule phrase ouvrait la voie à l'accélération que nous évoquions tout à l'heure. Si l'exigence n'était pas épuisée, il n'est pas surprenant que des décisions tellement nombreuses eussent été rendues pendant cette période sur l'indépendance et l'impartialité autour de très nombreux thèmes que vous connaissez, de subordination directe ou indirecte entre des arbitres et des parties, y compris bien sûr la jurisprudence Tecnimont sur la question des liens entre les arbitres et les conseils des parties. Cette évolution jurisprudentielle est une sorte de construction. Elle a permis de construire les formes juridiques propres à l'arbitrage, de valeurs morales d'impartialité et d'indépendance, à travers le prisme, au moins dans un premier temps, du doute raisonnable, le critère énoncé par l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 1999, État du Qatar, suivi de nombreuses décisions. Cette intensité d'exigence morale se retrouve aussi sur d'autres sujets et d'autres décisions sur lesquelles on reviendra relatives à la loyauté, soit entre les parties, plusieurs arrêts de la Cour d'appel de Paris, notamment en 2014, soit de la part de l'arbitre. Mais l'affirmation de ces valeurs s'est doublée d'une autre construction, celle de moyens au service d'une fin, celle d'instruments à la fois législatifs, jurisprudentiels et techniques,
pour favoriser ou assurer le respect de ces valeurs dans l'arbitrage ou identifier et sanctionner leur violation. Parmi les instruments légaux, on doit citer en premier lieu l'article 1456, alinéa 2 du Code de procédure civile que vous connaissez bien sur le devoir de révélation, car c'est un mécanisme préventif pour désamorcer le plus possible pour l'arbitre autant que pour les parties des difficultés sur les deux qualités fondamentales d'indépendance et d'impartialité. L'article 1466 est également un instrument légal qui a pour objectif d'éviter qu'une partie conserve comme une épargne de précaution si la procédure devait mal tourner des arguments qu'elle ferait valoir ensuite. Il prévoit en fait l'irrecevabilité d'une demande qui n'aurait pas été recours portée d'abord devant le tribunal arbitral. On voit bien ainsi qu'elle est une construction préventive pour éviter une ruse dilatoire des parties. À ces principes légaux visant non à sanctionner une atteinte à la règle morale, mais à éviter qu'elle soit commise, se sont ajoutés d'autres instruments jurisprudentiels et techniques. Dans la jurisprudence, afin de dégager une identification d'un acte illégal et immoral comme la corruption, la méthode des faisceaux d'indices précis et concordants s'est développée face à une corruption qui est souvent souterraine et indiscernable. Tel a été le sens des affaires Alstom, Indrago ou République de Congo et de sentences arbitrales qui ont rendu le standard de preuve moins exigeant et ont déduit de certaines situations types une présomption de corruption. Enfin, d'autres instruments, cette fois de nature technique, s'offrent aux parties et aux arbitres sous forme de recommandations ou de standards élaborés par des organismes professionnels comme l'IBA ou des centres d'arbitrage. À propos de l'indépendance et de l'impartialité, un exemple est donné par la note aux arbitres de la Cour d'arbitrage de la CCI, et l'illustration de cela, c'est l'arrêt Vidatel du 26 janvier 2021 qui fait référence aux recommandations de la CCI, ou l'arrêt Fiorilla qui dit « l'arbitrage ayant été rendu sous l'égide de la FINRA, il convient notamment de se référer aux recommandations émises sur cette question par ce centre d'arbitrage pour préciser le contenu de l'obligation de révélation imposée aux arbitres. En matière de corruption alléguée, des listes de situations suspectes ou des recommandations sont élaborées, vous le savez, par l'OCDE ou le FCPA américain ou des centres d'arbitrage comme la CCI pour formaliser, pour créer des situations types, pour décrire, identifier les situations types et formaliser les signaux d'alerte, les fameux red flags, dont l'arbitre pourrait ou devrait tenir compte. Ainsi, à l'intérieur de l'instrument légal de l'obligation de révélation, par exemple, ou même du cadre du délibéré arbitral, surgissent comme des poupées russes des instruments techniques à la frontière entre la recommandation et le précepte. Dans ce surgissement s'opère une rencontre, non plus tout à fait entre la règle de droit et la règle morale, mais entre la règle morale et la mesure technique. Elles sont proches, elles sont de plus en plus proches, peut-être, et il s'agit moins peut-être d'une rencontre que d'une sorte de reconnaissance mutuelle, comme si la procédure technique, y compris les autres instruments légaux ou jurisprudentiels que nous avions identifiés, devenait la mise en œuvre privilégiée de l'exigence morale. Ce mouvement introduit peut-être dans le compagnonnage arbitral une petite société de contrôle qui reflète celle dans laquelle, sans doute, nous vivons. La seconde ligne de réflexion que je souhaiterais vous proposer ne consisterait pas, bien sûr, à remettre en cause les avancées qui viennent à grands traits d'être rappelées et dont certaines, comme le devoir de révélation ou la sanction de la déloyauté, à plus forte raison de la corruption, se sont révélées si bénéfiques à l'efficacité et à la crédibilité de l'arbitrage. Plutôt d'exprimer certaines interrogations, parfois des doutes, auxquels d'ailleurs, sur certains points, la jurisprudence n'a pas été insensible. On peut d'abord rappeler, dans la réforme du 13 janvier 2011, une certaine fragilité générale d'énonciation et de qualification dans les principes nouveaux qui ont été insérés dans le texte, ou plus exactement qui ont été appelés ainsi par la doctrine. J'ai consacré un article à ce sujet dans la revue de l'arbitrage en 2018, notamment au propos des principes d'égalité, de loyauté et de liberté. La difficulté vient de la qualification de ces notions, qui relèvent de vocabulaires si différents,
Par exemple, le vocabulaire processuel pour le contradictoire, le vocabulaire moral pour la loyauté, le vocabulaire technique ou gestionnaire pour la célérité. Mais surtout du fait que ce ne sont pas en majorité des principes au sens strict. Le texte ne dit pas que la loyauté est un principe, ni d'ailleurs l'égalité des parties à l'article 1510. Seul le principe de contradiction est qualifié par le Code de principe. On peut estimer, comme le fait aussi Laure Bernheim, Van de Castel dans sa thèse, que l'égalité ou la loyauté se rattache par contraste avec des principes constitutifs de l'instance, c'est-à-dire contradiction, principe dispositif, efficacité de l'instance, à des notions persuadives qui ne sont pas vraiment des principes, mais davantage des maximes de comportement dont la fonction est d'aider à respecter les principes constitutifs et où se révèle leur utilité ponctuelle et leur fragilité relative. La loyauté est une illustration de cela. C'est sans doute l'autre nom de l'exécution de bonne foi du contrat arbitral par les arbitres et de la convention d'arbitrage par les parties. Cette bonne foi, qui avait déjà moralisé le commerce international, cette obligation de bonne foi, interdit aux parties, bien sûr, vous le savez, de se contredire au détriment d'autrui dans la procédure, comme dans l'affaire British Leyland, d'adopter une stratégie de rupture, de multiplier les incidents, d'avoir des comportements de mauvaise foi, et pour les arbitres, eh bien, de manquer à leur obligation de mener l'arbitrage à son terme, de violer le délibéré arbitral. Mais l'analyse précise des décisions qui ont été rendues, et il y a eu des décisions, effectivement, sur la loi, à propos de la loyauté, montre que, sous couvert de loyauté, sont plutôt en jeu des questions précises d'infraction à certaines règles procédurales, irrecevabilité de demande, délai non respecté, témoignage contestable ou une atteinte au principe de la contradiction. Un exemple est l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2005, qui dit que le juge ou l'arbitre est tenu de faire respecter la loyauté des débats, mais en fait, ce qui était vraiment en cause, c'était une question d'équilibre et de respect de droit de la défense. La loyauté peut sans doute exprimer un commentaire désapprobateur de certaines situations, mais cette fonction ne fait pas d'elle un principe fondamental, ni une obligation autonome, surtout si elle n'est pas qualifiée de principe par le Code, et dans le cas de la loyauté, on a du mal à identifier l'un et l'autre, sauf à désigner une maxime de comportement, de persuasion et d'incitation. À ce titre, et aux côtés d'autres auteurs, le professeur Cadier estime qu'il n'est pas souhaitable, je cite, que le principe de loyauté soit érigé en principe autonome, sauf à vider le premier chapitre du nouveau Code de procédure civile de sa substance éprouvée au profit d'un concept trop général et trop subjectif pour servir de grammaire fiable et sûre. À tout prendre, il vaudrait encore mieux constater un devoir de cohérence qui apparaît ici ou là au fil de certaines décisions. On se reportera aussi à l'étude de M. Mignato intitulée dans le Dalloz en 2007 « L'introuvable principe de loyauté en procédure civile ». L'évanouissement est-il le dernier mot de la loyauté? Et pourtant, nous sentons bien qu'avec cette conclusion, d'une certaine évanescence de la loyauté, suivie de sa qualification en simple engagement éthique, quelque chose nous échappe, quelque chose nous prive aussi de rendre compte de la force de la loyauté, d'une certaine fécondité au moins indirecte jurisprudentielle, de l'intensité de son exigence. La meilleure preuve de la loyauté est sans doute une preuve négative. Songeons à ce qu'un arbitre déloyal pourrait faire sur presque tous les sujets de la procédure, y compris le délibéré arbitral. Nous pourrions sans doute dire la même chose de l'intégrité de l'arbitre ou d'un conseil, de l'impartialité ou de l'équité. Il y a sans doute une réponse que je propose, qui n'est pas la seule bien sûr, à cette aporie de la haute qualité morale, à la fois présente et introuvable. Si on prend le cas de l'arbitre, la loyauté n'est pas en elle-même une obligation, car elle fait partie non de la personne de l'arbitre, mais de l'essence de sa fonction. Comme le souligne Marc dans sa belle étude de 2014 sur l'arbitre au cahier de l'arbitrage, l'arbitre ne s'engage pas à être loyal, il est loyal ou il ne l'est pas. Cette notation rejoint d'ailleurs une ancienne conception, au fond non plus subjective, mais plutôt de solidité objective de la vertu,
qui est rappelé de manière saisissante au XVIe siècle par Francis Bacon, pour qui l'intégrité doit, c'est le juge, je cite, passer avant tout. Cette vertu fait en quelque sorte partie de ses fonctions. C'est proprement la vertu, dit-il, de son état. Une des choses qu'on aime sans doute dans la jurisprudence, entre autres beaucoup de choses, mais ce sont ces ressassements, ces répétitions de formules, ces retours sur elles-mêmes de manière répétitive, que notre ami Thomas Clé a très bien évoqué l'autre jour à la journée du Comité français de l'arbitrage. Car c'est une manière pour elle de faire mûrir lentement sa pensée, de se préparer à des innovations, ou au contraire de maintenir intangibles des modes de raisonnement ou des solutions. L'un de ces ressassements est, en matière d'indépendance arbitrale, la formule selon laquelle celle-ci appartient à l'essence de la fonction juridictionnelle de l'arbitre. Elle n'est donc pas un prédicat logique, ni une qualité, ni même vraiment un engagement moral ou juridique, mais un élément consubstantiel de la mission. Il en est de même de la loyauté. L'arbitre reçoit, parce qu'elle lui est octroyée, une fonction juridictionnelle indissoluble de la qualité d'intégrité ou de loyauté qui en est la signature éminente, bref, d'une vertu qui doit être prise dans son sens étymologique, celui de virtus, c'est-à-dire d'une force, la dignité du fort intérieur de l'arbitre, lui qui n'a, en tout cas en matière internationale, pas de fort extérieur. Au fond, cette approche n'est pas dissemblable de celle du plus beau texte sans doute sur la vertu, celui de l'Éthique à Nicomaque, pour lequel la vertu est donnée ou non par la nature et réalisée par les actes. On devient juste en pratiquant la justice, courageux en pratiquant le courage, dit-il. C'est ce bloc si simple, cette tautologie archaïque, venue du fond des âges, qui renverse nos perceptions et s'avère si moderne. Dès que l'on veut contractualiser une vertu comme la loyauté ou la soumettre à des codes de conduite, cette exigence pourtant fondamentale, qui scelle l'union de la règle morale et de la règle de droit, perd de son autonomie et de sa portée, notamment dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale. Les rédacteurs du décret de 2011 avaient souhaité, malgré les réticences d'une minorité des membres du groupe de travail, dont Charles Jarosson, je crois, et moi-même, énoncer de manière plus explicite certaines règles ou valeurs morales dans le texte. Mais ce passage de l'implicite à l'explicite a fait perdre à ces notions un peu de la force de l'implicite, un peu du silence si parlant des anciens décrets qu'à sa manière discrète et persistante, la jurisprudence restitue. À cette fragilité de qualification s'ajoute, sur les sujets les plus sensibles de la question morale, une tentation périlleuse, celle d'une inversion de la fin et du moyen, comme si les instruments mis en place pour assurer l'accomplissement de certains aspects de l'exigence se confondaient avec eux et en obscurcissaient la perception au lieu de l'éclairer. Mais la jurisprudence récente a pris conscience de ce mouvement insidieux. Elle s'est ressaisie sur certains points, et c'est cette hésitation fertile, ces suspens passionnants qu'il convient d'évoquer. La jurisprudence sur la révélation et son étendue a été précieuse pour les maintenir dans des limites raisonnables. Elle a d'abord pris parti sur la question de savoir si la déclaration d'indépendance est obligatoire, même si on n'a rien à révéler. Ce qui est intéressant, c'est la chronologie de ces réponses. Ce n'est pas non puis oui, c'est oui puis non. Paris 10 mars 2011, Paris 29 octobre 2013, parce que la Cour s'est ravisée. Et elle s'est ravisée, on peut le penser, non pas tant pour préserver, mais pour affirmer la liberté de l'arbitre et le dispenser de révéler qu'il n'a rien à révéler. Cette décision est sans doute en phase avec la nature de la révélation, qui fait partie d'un ordre public de protection et à laquelle il est possible de renoncer, au moins théoriquement, malgré sa large reconnaissance dans les législations nationales et les règlements d'arbitrage. Mais la jurisprudence a été confrontée à un autre problème à propos de la révélation, qui a donné lieu de sa part à une hésitation, puis à un ressaisissement de justesse, sans doute central dans la problématique que nous examinons ensemble. Le point de départ de cette jurisprudence, c'est l'arrêt État du Qatar du 16 mars 1999, déjà cité, dans lequel la Cour de cassation a estimé avec exigence que l'arbitre doit révéler toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable. Cette notion de doute raisonnable de la part des parties
n'est pas, au fond, éloigné de la construction anglaise qui se réfère à un observateur informé et impartial, the fair-minded and informed observer, qui prendrait connaissance des circonstances en cause. En fait, dans l'élaboration du doute raisonnable, le droit français, en utilisant d'autres mots, fait surgir à sa manière le tiers fictif, la figure de l'observateur équilibré, pour mettre à distance les exigences excessives ou l'attitude émotive des parties. Certes, l'arbitre a avantage à adopter un large champ de révélation. Et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 mars 2011 a énoncé que le refus de révéler pouvait faire présumer un manque d'indépendance ou d'impartialité. Toutefois, ce devoir de révélation ne saurait prendre par un renversement, peut-être renversement dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire sa substitution du moyen de la fin, la forme de l'autocritique, c'est-à-dire du soupçon ou du vertige narcissique de la transparence. Ce serait la tentation offerte par l'inversion du moyen et de la fin, par la substitution du devoir de révélation au test rationnel de l'indépendance et de l'impartialité, bref, l'hypothèse qui s'est réalisée dans une partie de la doctrine, elle s'est réalisée, et qui a failli prendre corps dans la jurisprudence, selon laquelle la vérification de l'indépendance et de l'impartialité se serait dissoute dans le devoir de révélation. C'eût été probablement dans un moralisme de mauvais goût, de kitsch moral, si commun aujourd'hui, l'entrée dans les monologues à ciel ouvert et l'exhibition, dont la société civile nous donne l'illustration à travers les réseaux sociaux et le style médiatique. Mais surtout, c'eût été l'abolition ou l'atténuation de la distance du tiers fictif, la distance, qualité cardinale de l'arbitrage, qui commence à émerger, vous le voyez, de notre propos, au profit de la proximité passionnelle, du soupçon et de la transparence. Le soupçon s'étend aux autres et à soi-même, par une insinuation, une diffusion ou une infusion, décrite de manière amusante par le psychiatre Pierre Janet, grand amateur de thé. Je verse, dit-il, dans ma tasse de thé un soupçon de lait. Au bout d'un temps d'infusion, il n'y a plus une parcelle de mon thé qui ne contienne un fragment infinitésimal de la goutte de lait. Tel est le soupçon. La transparence est souvent le travestissement du soupçon. Elle n'est pas, comme on le croit, une notion juridique, mais son vocable circule dans certains instruments internationaux ou dans une littérature juridique qui cède à l'imprécision. Elle suggère, non sans obscurité, une clarté intégrale qui n'a guère de rapport avec la révélation prévue par l'article 1456. Elle invite à une lumière artificielle et à une relation cristalline qui n'est peut-être qu'un synonyme, parmi d'autres, de la violence. Mais la jurisprudence a sans doute pris conscience du péril que serait une inversion de moyens et de fins, d'une prééminence de la révélation sur le test dont elle n'est qu'un des instruments et du risque de sortir de la construction de l'article 1456. Elle a ainsi énoncé des précisions et même des rappels à l'ordre sur l'exercice de révélation. La Cour de cassation avait d'ailleurs déjà relevé à propos des juges que la juridiction française ne sanctionnait pas tout défaut de révélation. Une telle analyse a été confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation, rendu en matière interne dont le raisonnement est valable, qui a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 octobre 2012, qui a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 mars 2011 au seul motif d'une absence de révélation, retenant, je cite, « qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans expliquer en quoi ces éléments étaient de nature à provoquer dans l'esprit des parties un doute raisonnable, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur sa décision. » Cette décision importante enterre l'idée selon laquelle la vérification de l'indépendance ou de l'impartialité se serait dissoute dans le devoir de révélation. Mais même ce doute raisonnable, avec son herméneutique de la subjectivité des arbitres et des parties, semble être remis en cause dans certaines décisions récentes en faveur d'une analyse objective, au cas par cas, de la situation litigieuse, par exemple un courant d'affaires entre un arbitre et un conseil, solution approuvée par Éric Loquin dans son commentaire de l'arrêt Quash du 22 février 2022. Enfin, en outre, la jurisprudence récente a développé, vous le savez, des conditions d'exercice et des limitations considérables. D'abord, elle relève avec force que le devoir de révélation reste un instrument. Le devoir de révélation
arrêt Lerco du 23 février 2001 n'est pas suffisant pour... le manque de révélation n'est pas suffisant pour caractériser un défaut d'indépendance. Bon, l'arrêt Fiorilla fait de même, ou l'arrêt Quash, la même chose. La limite de champ porte aussi sur le caractère notoire des circonstances invoquées à travers de nombreux arrêts de la Cour d'appel, l'arrêt Vidatel du 26 janvier 2021 ou Westphal du 22 février 2022, qui relève que l'information notoire n'aurait pas besoin d'être révélée. Et puis, la limite de champ porte aussi, du champ de la révélation, porte aussi sur un devoir d'investigation et de curiosité que vous connaissez et qui a été illustré dans l'affaire Vidatel. L'article 1466 a fait lui aussi l'objet d'un ressaisissement jurisprudentiel. Je pense que tout changement, toute modification de jurisprudence, un revirement, une innovation, etc., n'est jamais uniquement un changement de solution. C'est plutôt un retour de la part de la juridiction, de la part du juge, sur, au fond, l'exercice de son propre pouvoir et ses limites. C'est une méditation sur ce qu'il est. Or, c'est exactement cela qui s'est passé dans l'affaire Schuner. Comme si une application trop stricte de l'irrecevabilité pour des raisons d'administration de la justice, mais aussi de morale, risquait de faire perdre de vue l'équilibre subtil entre l'institution arbitrale et les juges du contrôle, a été rendue l'affaire Schuner. L'arrêt Schuner, vous le savez, énonce que, en matière de compétences, que la renonciation présumée par l'article 1466 vise des griefs concrètement articulés et non des catégories de moyens. Il est vrai que, énonce l'arrêt, que par l'effet de l'article 1466, un recourant ne serait pas recevable à développer devant la Cour un argumentaire différent de celui qu'il avait soumis aux arbitres, mais cette interprétation n'est pas incompatible avec la plénitude du contrôle exercé par le juge de l'annulation, dès lors qu'en statuant à des moyens identiques à ceux qui avaient été soumis, il n'est lié ni à l'interprétation des textes, ni par leur appréciation des faits. Cet arrêt donne une respiration au contrôle en matière de compétences et peut susciter plusieurs questions, bien sûr. La première est celle de se demander si le principe compétence n'est pas affecté ou s'il n'y a pas une interdiction d'une révision au fond. La seconde, l'intensité du contrôle est-elle réservée à la compétence et à l'ordre public? Ce sont des questions qui débordent évidemment de mon sujet, mais il n'en est pas moins vrai que l'arrêt Schuner n'est pas étranger à ce sujet de la question morale, car il rétablit, à tort ou à raison, le rôle du juge de contrôle au regard de l'instrument technique codifié qu'est l'article 1466, dont l'un des buts était de prévenir un mauvais comportement des parties. Une réflexion non pas similaire mais proche peut être menée à propos des faisceaux d'indices ou dans des situations types retenues par la jurisprudence pour établir dans certains cas une présomption de corruption. Il faut d'abord rappeler, même si ce n'est pas vraiment contesté, que l'existence réelle ou alléguée d'actes de corruption ne déclenche pas un renversement de la charge de la preuve qui repose toujours sur la partie qui allègue la corruption ou son risque. Les signaux d'alerte ou les red flags qui peuvent, le cas échéant, constituer des indices de corruption sont des symptômes qu'il convient d'interpréter en fonction du contexte de leur apparition. En d'autres termes, leur présence ne dispense en rien l'arbitre d'un travail d'interprétation ou d'évaluation. Dans cette perspective, l'augmentation de la force probante des indices à travers une moindre exigence de leur constitution, qui est réelle, ne saurait laisser le soupçon l'emporter sur la conviction intime de l'arbitre ou du juge de contrôle, fondée sur des doutes légitimes et sur des motifs rationnels. Il y a en matière de corruption une place naturelle. Il y a en matière de corruption une place naturelle pour la preuve, une place octroyée pour une présomption de corruption, aucune place pour le soupçon. En ce qui concerne ce qu'on a appelé les règles de conformité, celles-ci ont une valeur impérative variée. Il s'agit de conventions internationales, de dispositions nationales qui font partie d'un droit applicable, par exemple. Évidemment qu'il faut les appliquer. Ce sont aussi des recommandations d'organismes internationaux, d'autres encore des principes ou des règles intégrés dans des codes de conduite de société ou des contrats passés par elles.
La violation éventuelle de ces dispositions, si elle peut donner lieu à une responsabilité contractuelle, ne signifie pas nécessairement et en quelque sorte automatiquement que des actes de corruption sont plausibles et donc sanctionnables. En fait, c'est encore le même problème que celui que j'ai porté à votre attention. Les signaux d'alerte, ou plus exactement les situations qui les déclenchent, sont des instruments, rien que des instruments, qui ne peuvent conduire mécaniquement à une qualification de corruption. Il serait trop facile qu'il en soit ainsi, avec la facilité offerte à des arbitres d'opérer cette déduction dans le confort d'échapper à une censure et dans le risque aussi d'entériner de manière irréversible une accusation grave contre l'une des parties. Ces risques transparaissent dans certaines décisions récentes, et c'est ça qui est très intéressant. L'affaire Santoulo Gabon, par exemple, ou l'arrêt Guinée Global Voice. Quant à l'arrêt Alstom, il avait déjà opéré une distinction utile et surtout significative entre la qualification de corruption et l'inexécution de principe des règles de conformité, en rappelant que le contrôle du juge de l'exéquatur n'a pas pour objet de vérifier que des stipulations contractuelles, y compris les règles de conformité. Ce qui est important, c'est le mot « y compris les règles de conformité, compliance, ont été correctement exécutées, mais seulement de s'assurer que la reconnaissance et l'exécution de la sentence n'ont pas pour effet de donner force à un contrat de corruption. Reste enfin la question de l'aspiration au pouvoir, comme celle des autres instruments, des recommandations et codes de déontologie ou d'éthique, dont on peut dire souvent qu'ils se revendiquent comme the state of the art, c'est-à-dire des préceptes de conduite morale et technique. On a rappelé tout à l'heure la référence de l'arrêt Vidatel du 26 janvier 2021 aux recommandations de la CCI en matière de révélation, et celle de l'arrêt Fiorilla du 1er juillet 2021, énonçant qu'il convient notamment de se référer aux recommandations de la FINRA pour préciser le contenu de l'obligation de révélation imposée aux arbitres. Par son arrêt du 23 janvier 2021, l'ERCO contre NOC, la Cour fait référence aux lignes directrices de l'IBA sur les conflits d'intérêts que les parties avaient pris comme fondement à leur demande et rappelle à juste titre que ces lignes directrices n'exonèrent pas, je cite, l'arbitre d'une évaluation de la situation au cas par cas pour tenir compte des circonstances particulières à chaque situation. Cette remarque est importante car même si les organismes professionnels et les centres d'arbitrage font un travail précieux d'élaboration de recommandations, la liberté des arbitres et des parties demeure entière. Là aussi, le risque est une certaine désorientation. En ce qui concerne l'arbitre, par exemple, la multiplication des recommandations ne saurait avoir pour effet de perdre de vue la hiérarchie de ses missions. En premier lieu, exercer son pouvoir juridictionnel, qui prévaut sur la gestion technique de la procédure ou la suggestion mécanique des codes de conduite. Déjà, des articles, dont certains des miens, ont été consacrés à cette question de la désorientation possible et de la confusion de perception en raison de la technicité des instruments pour l'arbitre, d'une certaine confusion de perception possible sur ces différentes missions. C'est toute la tension entre l'institution arbitrale, fondée sur la liberté créatrice des parties et des arbitres, et la prolifération éthique et donc technique des outils qui sont des formes de ready-made. N'oublions peut-être pas le contexte d'un usage célèbre du mot ready-made, celui de l'histoire de l'art, en fait. Les ready-made, les outils de Marcel Duchamp, ayant pour intention ou pour effet la destruction de l'art lui-même, la destruction du geste artistique, alors même que le livre d'hommage offert à Peter Sanders en 1982 s'intitulait « The Art of Arbitration », l'art de l'arbitrage. Pour conclure, chers amis, on peut observer un double mouvement de façonnement réciproque entre la sphère morale et l'arbitrage. La question morale a irrigué l'arbitrage. Elle a eu sur lui une influence profonde, car elle a participé à certaines de ses constructions originales ou les a inspirées.
confrontation entre la règle morale et les règles de droit applicables au fond du litige, étudiées par Pierre Mayer, mécanisme de vérification de l'indépendance et de l'impartialité, conduite de la procédure arbitrale par l'arbitre ou les parties, instruments de prévention et bien d'autres aspects. On aurait pu parler, bien sûr, d'autres sujets spécifiquement arbitraux qui n'étaient pas sans lien avec le nôtre, comme l'égalité des parties ou la protection de la partie faible, mais j'ai pensé que Maximin de Fontmichel pourrait s'en charger certainement. C'est un très beau thème. En retour, l'arbitrage a développé, de son point de vue, dans ce mouvement d'une certaine réciprocité, et à partir des problèmes qui étaient les siens, une réflexion singulière sur la question morale, qui s'est manifestée dans deux directions. La première est celle des normes éthiques et déontologiques, les devoirs de conduite et les obligations professionnelles que Charles Jarosson a évoquées dans une très belle étude de 2011 et aussi le président Jean-Pierre Ancel. La seconde est une approche de l'exigence morale elle-même, et ceci de manière subtile, en percevant la tension qui existe entre la liberté créatrice qui est au cœur de l'institution, non pas tant avec l'exigence morale qu'avec la prescription éthique, comme pour s'éloigner en quelque sorte du moralisme. Celle est considérée que le philosophe Alain n'avait pas tort tout à fait en disant que faire la morale était le comble de l'immoralité. Sur l'évolution de la question morale, au fond, je finirai en disant que j'ai choisi ce titre parce que il m'a semblé que cette évolution était tout entière effectivement orientée et vivifiée par la question, par un questionnement. Qu'au fond, cette évolution, eh bien, c'est l'évolution d'une question, et d'une question sans cesse revivifiée, rénovée par les découvertes des événements procéduraux de l'arbitrage. Et c'est ainsi qu'émergent certaines découvertes, si toutefois je ne prends pas mes désirs pour des réalités, ce qui n'est pas exclu du tout, celle au fond d'une exigence morale qui est plus de l'ordre de l'injonction, de la prescription, de l'impératif que de la règle de conduite. Bref, un horizon, mais un horizon proche, comme à portée de la main. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Alors moi je bois du petit lait en t'écoutant parce que on est quand même très proche sur un certain nombre de sujets. On parle de question morale en sachant que la question c'est aussi une torture, donc on pourrait parler de la torture morale dans l'arbitrage et c'est un peu ce que tu semblais vouloir évoquer. Ce que j'ai aimé, c'est le vertige narcissique de la transparence. Je trouve qu'effectivement, c'est une formule qui reflète bien certains excès de notre société actuelle. Tu parles de la désorientation des arbitres. Alors moi, j'appelle ça le syndrome de Bambi, c'est-à-dire Bambi qui, sur la glace, n'arrive plus à perdre l'équilibre à force de se regarder sa propre image dans la glace. C'est un peu ce syndrome narcissique que l'on retrouve. Ne pas tirer des conséquences des indices, effectivement, il faut se souvenir qu'en France, on a un principe qui est l'intime conviction et qui n'est pas le système de pensée des anglo-saxons. Il est bon de le rappeler et que, effectivement, les faisceaux d'indices, c'est un mécanisme qui peut rendre service, mais qui ne doit pas emporter la preuve, percée, pour parler latin, et qui peut effectivement provoquer un soupçon, mais ce soupçon, il faut ensuite, à mon sens, le confronter à son intime conviction. Il y a des notions qui me semblent importantes de conserver, comme le libre arbitre, la liberté de jugement. C'est pour ça que je ne suis pas forcément, vous l'aurez compris, favorable, même s'ils rendent service, mais à la prolifération des codes de déontologie ou autres, même si un code de déontologie resserré peut être utile,
mais de normes éthiques et autres, ou précédents, la prolifération du précédent dans l'arbitrage. Alors je n'ai pas pu être là parce que j'étais à l'étranger, j'en suis absolument désolé. Je n'ai pas pu écouter ce qui s'est dit vendredi, mais en ce qui me concerne, la prolifération du précédent dans l'arbitrage ne me paraît pas forcément une bonne chose, précisément parce que l'arbitrage, si c'est beau, c'est parce qu'il y a cette liberté de jugement de l'arbitre. Tu as parlé des vertus, alors ça, c'est ce que je me plais à défendre comme idée, les vertus juridictionnelles, et selon lesquelles, effectivement, l'indépendance, l'impartialité, la loyauté, ce ne sont pas des obligations, ce sont des vertus que l'on tient de son état. Ça, je ne peux que te rejoindre. C'est vrai que je ne suis pas forcément fan de la formule de notre droit qui met sur un même plan la loyauté et la célérité. Il me semble que ce ne sont pas tout à fait des notions qui procèdent de la même portée. Enfin voilà, bon, ça ce sont des observations pour appeler la salle à réagir. Donc je suis convaincu qu'avec un sujet comme la torture morale, vous aurez forcément des choses à dire. Charles, enfin, non, tu n'as... Charles Jarosson, toi qui a été un précurseur sur la question d'éthique. Non, tu... Oui, je vais vous faire gagner du temps en vous disant que je suis très d'accord avec ce qui a été dit par Mathieu, notamment sur l'article 1464. Ce n'est pas tout à fait un hasard s'il n'y a aucune jurisprudence sur l'article 1464. Il y a eu récemment, par la Cour de cassation, un arrêt de février qui a parlé de la loyauté, du devoir de loyauté des parties pour la convention d'arbitrage, mais en tout cas pas pour l'instance arbitrale. On se demande ce que ça vient faire à côté de la célérité. Sinon, je suis parfaitement d'accord avec Mathieu. J'ai trouvé très intéressante sa remarque de finalement le mouvement en sens opposé qui s'est fait dans la jurisprudence à propos du devoir d'indépendance et d'impartialité. On a l'impression qu'on est maintenant plus précis et moins moralisateur. En revanche, en ce qui concerne le contrôle de l'ordre public et plus particulièrement de la corruption, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, j'ai l'impression qu'on est parti complètement dans l'autre sens et qu'on se prend les pieds dans le tapis avec la morale, ou qu'il y a une sorte enfin, le souhait unanimement partagé, enfin je pense, qu'il faut lutter contre la corruption a fait perdre toute raison à une bonne partie de la jurisprudence. Mais je ne dis pas plus sur la question. Je m'exprimerai là-dessus ailleurs. Non, mais ce mouvement de la règle morale à la règle technique, et effectivement la manière dont elle imprime la jurisprudence, enfin, ou en tout cas la réflexion, ça me paraît effectivement un... Ah, Thomas. D'abord, féliciter l'orateur pour la qualité de sa prestation, la profondeur de sa pensée, la variété de ses citations, y compris parmi les gens qui sont dans cette salle. Merci Mathieu. Et ensuite, un point effectivement sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, même si je suis d'accord sur l'essentiel de ce qui a été dit. C'est l'article 1464. Je crois que ceux qui ont participé à la rédaction du décret se souviennent bien que cet article, qui a d'ailleurs été particulièrement bien reçu à l'étranger, c'est un de ceux qui a consisté de manière la plus emblématique à la réforme du 13 janvier 2011, cet article, il a justement permis de créer ce qu'on appelait à l'époque les principes directeurs du procès arbitral, les principes directeurs spécifiques au procès arbitral qui n'étaient pas repris des principes directeurs classiques du procès civil. C'était un peu les principes adaptés à l'arbitrage. Et donc, c'était bien normal qu'il soit dans cet article-là, qui concerne précisément, c'est l'ancien article 1460 du Code, l'article qui visait les principes directeurs du procès civil qui n'étaient repris ou pas repris dans le procès arbitral. Et je crois que ce qui est intéressant dans ces principes de loyauté, de célérité et aussi de confidentialité, qui est l'alinéa suivant, dont tu n'as pas parlé, et ce qui est intéressant, c'est précisément qu'on va les juridiciser,
et qu'on va les contractualiser, qu'on va les mettre dans le rapport contractuel entre l'arbitre et les parties. Et non pas simplement une exigence morale ou la situation que tu as dite tout à l'heure, c'est-à-dire on est ou on n'est pas loyal, certes, mais c'est quand même pas mal d'avoir une sanction juridique sur la déloyauté de l'arbitre ou des parties. D'ailleurs, on oublie que souvent que dans cet article 464, en tout cas l'alinéa 3 sur la loyauté et la célérité, il est bien indiqué que ce sont des obligations réciproques de l'arbitre et des parties. C'est-à-dire que chacun est créancier et débiteur de la loyauté et de la célérité. L'arbitre est également créancier de la célérité des parties. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, cet article-là, cet alinéa 3, me semble une grande avancée du décret. C'est comme ça que ça a été reçu à l'étranger. Et pour ma part, je m'en félicite. Et enfin, sur la corruption, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Mathieu. Je trouve que ça va trop loin. Mais je pense aussi qu'il fallait, à un moment ou à un autre, que le mouvement de balancier aille dans l'autre sens. C'est-à-dire que pendant trop longtemps, on a fermé les yeux sur les questions de corruption. On a trop fermé les yeux. Les praticiens de l'arbitrage et les arbitres en particulier ont trop fermé les yeux. Il était nécessaire de rappeler qu'une sentence arbitrale ne peut pas faire entrer dans l'ordre juridique national une pratique de corruption. Alors peut-être on est allé sans doute, c'est ce que je pense comme tout le monde, trop loin dans le contrôle, mais je pense que c'était peut-être une étape nécessaire pour revenir plus tard à quelque chose qui relève plus d'une juste mesure. Non, je n'ai pas de commentaire. Merci pour ces commentaires. Simplement, je souligne que je n'ai pas abordé vraiment la question de la nature du contrôle plein par la Cour d'appel. J'ai simplement dit qu'il m'a semblé qu'effectivement, cette préoccupation de considération morale et au sujet de la corruption a joué un rôle d'accélération du changement du contrôle, de la plus grande intensité du contrôle, mais je ne suis pas entré, parce que je pense toujours que ça s'est trop éloigné de mon sujet, de savoir s'il faut approuver ou pas cette oscillation. Effectivement, il y a eu une oscillation assez violente entre une approche minimale et une approche alors de contrôle plein, de savoir s'il y a des distinctions à faire. Là, il y a un article magnifique de notre ami Alexis Moore qui va être publié bientôt dans les Mélanges Gaillards sur ce sujet. Et puis, bien sûr, il y a tous les commentaires de Ibrahim Fadlallah, etc., d'Arrêt Sorelec et des arrêts précédents. Mais je n'ai pas voulu entrer de manière directe dans cette problématique qui était un petit peu extérieure à mon sujet, me semble-t-il. Moi, ce que je dirais, c'est sur la loyauté, Thomas, elle aurait été sanctionnée quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin... Oui, mais on n'avait pas besoin de la consacrer dans un texte, dans un article du Code pour l'avoir sanctionnée par les juridictions, quoi qu'il arrive. C'est pour ça. Et c'est vrai que moi, je reste quand même encore sceptique sur cette mise à niveau de la loyauté et de la célérité. Et puis, d'une manière générale, je trouve que c'est dangereux de vouloir contractualiser des valeurs morales, parce que c'est le meilleur moyen de faire dire à la morale ce qu'on veut. Parce qu'après tout, la volonté des parties, on peut l'apprécier un peu comme on veut, implicitement, etc. Et vouloir mettre de la morale là-dedans, je trouve ça potentiellement assez dangereux, parce qu'on peut faire dire un peu à la morale ce qu'on veut à ce moment-là, sous prétexte qu'elle serait le reflet de la volonté des parties. Or, je pense que la morale, c'est quelque chose de supérieur et qui tient à l'État, à l'être, et non pas à des engagements. Mais est-ce que d'autres... Oui, Yves. Je voulais également féliciter Mathieu pour ses propos qui suscitent une grande réflexion, qui fait que j'ai une question très précise, parce que tout le reste est en train de mûrir, et j'espère arrivera quelque part dans ma tête. Une question précise. J'ai beaucoup apprécié tout ce que Mathieu a dit en ce qui concerne le devoir de révélation et les considérations applicables à l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre. J'ai simplement un doute. Est-ce qu'il ne faut quand même pas, si l'on veut se référer à la morale, faire une distinction entre l'indépendance et l'impartialité? Parce que l'impartialité me paraît évidemment avoir une relation avec la règle morale. Je ne suis pas certain que ce soit le cas de l'indépendance, qui me paraît plus
être une nécessité attachée à l'exercice de la fonction d'arbitre, une capacité nécessaire, une situation qui est consubstantielle à la fonction d'arbitre et qui a peu de relation, me semble-t-il, avec la règle morale. Mais comme le débat est nouveau, pour moi, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir raison dans ce que je dis. Non, je crois que tu as raison. Et de toute façon, depuis déjà longtemps, on distingue l'indépendance comme un ensemble, une situation objective, et une appréciation d'une situation objective, et l'impartialité comme une disposition de l'esprit. Maintenant, il y a aussi des formes d'absence d'indépendance qui touchent à la question morale, me semble-t-il aussi. Ce n'est pas simplement une question de situation purement objective. Mais je réfléchis aussi à ta question. C'est le problème des interventions qui sont trop denses, c'est qu'on met du temps un peu à les assimiler avant de pouvoir s'exprimer. Mais petit à petit. Laurent, oui, je rejoins aux félicitations qui t'ont été adressées, Mathieu. J'ai énormément apprécié ta conférence. Nous sommes souvent confrontés à une difficulté dans l'arbitrage qui est celle de la nécessité de la loyauté, que l'on ne trouvera pas dans certaines procédures judiciaires. Parce que nous avons importé dans les procédures d'arbitrage des techniques inspirées du monde anglo-saxon qui ne fonctionnent pas sans une certaine dose de loyauté. Je pense par exemple à la procédure de production forcée de documents. Bon. C'est une technique qui fonctionne bien outre-Manche ou outre-Atlantique, mais on voit que dans l'arbitrage international, les conseils qui ne sont pas familiers avec l'institution vont tendance à tourner la difficulté en prétendant qu'un document n'existe pas, par exemple. Et c'est l'échec de ce système, c'est là qu'il achoppe, parce qu'on ne pourra jamais prouver qu'un document existe. Pas toujours, en tout cas. Je le vois aussi dans la procédure d'expertise partie. Le système de l'expert partie, à mon avis, suppose une certaine loyauté de l'expert. Or, on est souvent confronté dans les procédures d'arbitrage internationaux à des experts qui sont tous sauf loyaux et qui vont simplement se comporter comme des avocats de la partie qu'il a désignée. Donc, je crois qu'on trouve, peut-être par la présence de la culture anglo-saxonne et des techniques anglo-saxonnes dans l'arbitrage, une exigence de loyauté qui est peut-être supérieure à celle que l'on trouve dans d'autres systèmes et qui donc rend la morale et la loyauté nécessaires au bon fonctionnement de l'arbitrage international. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que bon, dans le système anglo-saxon, elle est aidée par les obligations déontologiques des avocats. Oui, tous les règles IBA, justement, oui, sur l'éthique des conseils. Oui, non, mais en plus, c'est une obligation. Dès lors qu'ils ont connaissance d'un document, ils ne peuvent pas ne pas le produire. Donc, non, je dis une bêtise? Non. Toute petite chose, en tant que, quand même, quelque part, un petit peu anglo-saxon, j'affirme, moi, que les notions, et tu viens de le dire très bien, autant c'est tout à fait vrai pour certaines choses dans l'arbitrage, autant en matière de production de documents, ce n'est pas une question de morale. C'est une question du risque professionnel qu'on prend en ne jouant pas la règle du jeu. Ce qui veut dire qu'objectivement, si on n'est pas assujetti à un tel risque, on ne fonctionne pas dans les mêmes conditions. Parce que justement, j'aurais un petit peu tendance à dire, autant on est très préoccupé par des règles déontologiques et éthiques et tout le reste, autant moi je ne trouve pas que nos confrères anglo-saxons sont particulièrement moraux. Parfois un peu moins. Non, alors ça, je demande à la personne qui enregistre cette intervention de la supprimer. Oui. Bon, je vais être très déloyal parce que je veux quand même dire que dans cette assistance, il y a Laurent Hennes qui a fait un magnifique article sur la loyauté, je tenais à le dire.
écoutez, je crois que si plus personne veut s'exprimer, il me reste à remercier les intervenants et à remercier surtout Mathieu pour ta magnifique intervention. Elle a répondu à toutes nos attentes et puis à la manière dont on te perçoit et que j'ai voulu rappeler dans mon discours introductif. Il y avait tout dedans, la manière, le fond. Donc un immense merci encore. Maintenant, faisons mentir Beaumarchais. Tout ne finit pas par des chansons. Enfin, sauf parce que tu souhaites me faire mentir, Mathieu. Il reste encore, non pas des particules, mais des bulles, certes fines, mais inoffensives. Celle-là, à déguster, je vous invite à me rejoindre au 4e étage de cet immeuble pour en finir avec la morale et apprécier les plaisirs d'un cocktail débridé. Merci. C'est vrai. Merci de votre présence encore, Monsieur le Président. Merci encore. J'y suis très sensible. C'est vraiment merci. Salut, Sana. C'était bien. Non, putain. Non, super.